Au milieu de la tourmente qu'entraîne toute guerre, un groupe de femmes courageuses s'est démarqué dans le monde audacieux de l'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale. La plupart d'entre eux, dont la vie a été marquée par le danger et la trahison, venaient de pays occupés par les nazis comme la France, la Belgique et la Pologne, et ont joué un rôle crucial dans l'obtention d'informations vitales pour les Alliés. Utilisant des stratégies de séduction et de ruse, ces espions réussirent à infiltrer les rangs ennemis, gagnant la confiance des officiers allemands et obtenant des secrets militaires. Nancy Wake, par exemple, est devenue une légende en sabotant les opérations allemandes, tandis que Virginia Hall, avec sa jambe prothétique, était considérée comme l'un des agents les plus dangereux par la Gestapo. Cependant, le prix de sa bravoure était élevé. Beaucoup ont été capturés, torturés et ont connu un sort brutal dans les camps de concentration. Voyons plus en détail ce qui est arrivé à ce dernier. Secrets et stratégies. Comment l'espionnage a transformé le cours de la Seconde Guerre mondiale? La Seconde Guerre mondiale a transformé le paysage du renseignement et de l'espionnage à l'échelle mondiale. Durant ce conflit, la collecte d'informations privilégiées a joué un rôle crucial dans la prise de décisions stratégiques et militaires. De nombreux pays ont mis en œuvre des opérations d'espionnage dans le but d'obtenir des avantages sur leurs adversaires. Dans ce contexte, la Suisse neutre est apparue comme un centre névralgique des activités de renseignement, tandis que des hommes et des femmes ont défié les normes sociales et politiques en jouant un rôle clé dans ce domaine. La position géographique de la Suisse, ainsi que sa neutralité déclarée, en faisait un refuge stratégique pour les agents d'espionnage de toutes les puissances belligérantes. L'officier de renseignement américain Allen Dulles était une figure de proue de ce réseau, dirigeant un réseau qui obtenait des informations auprès de groupes de résistance allemands et d'autres sources précieuses. Dans le même temps, l'Union soviétique utilisait également la Suisse comme base pour ses opérations de renseignement, créant des stations de radio secrètes et envoyant des agents pour recueillir des données sur les plans d'Adolf Hitler. L'activité des services de renseignement ne se limite pas aux Alliés. Des agents allemands opéraient également en Suisse pour tenter de transmettre des informations cruciales au régime nazi. L'utilisation de technologies avancées et de techniques de collecte d'informations caractérisait l'espionnage à cette époque. Les Allemands s'appuyaient sur des dispositifs de cryptage comme la machine Enigma, dont le déchiffrement par des mathématiciens alliés comme Alan Turing représentait un tournant dans le conflit. En outre, des opérations comme Carpetbagger, exécutées par les États-Unis, ont démontré l'ingéniosité et le risque associés aux missions d'espionnage. Dans ces missions, les avions largèrent des agents et du matériel derrière les lignes ennemies, risquant d'être capturés ou tués s'ils étaient découverts. Les conséquences de l'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale furent considérables. En Suisse, plus de 900 personnes ont été reconnues coupables d'espionnage et plusieurs d'entre elles ont été exécutées. Toutefois, les opérations de renseignement ont eu un impact à la fois sur les décisions militaires et politiques, déterminant ainsi le cours général des hostilités. Dans le monde de l'espionnage, les femmes ont joué un rôle notable, offrant des pouvoirs uniques et des stratégies innovantes. Leurs contributions, souvent négligées, ont joué un rôle déterminant dans le succès de diverses opérations. Au fur et à mesure que les chevaliers furent envoyés au front, ils commencèrent à occuper des postes auparavant considérés comme exclusivement masculins, notamment dans l'espionnage. Les raisons du recrutement de femmes comme espionnes pendant le conflit étaient diverses. La capacité féminine à agir discrètement était l'un des points forts. Ils ont profité des stéréotypes de genre et des attentes sociales de l'époque pour infiltrer les milieux ennemis sans éveiller les soupçons. L'un des plus importants était sa capacité à passer inaperçue. Les attentes sociales de l'époque leur permettent d'accéder à des espaces et d'établir des relations inaccessibles aux hommes. Par exemple, leur rôle traditionnel de femme au foyer ou de dame leur offrait une couverture idéale pour infiltrer les cercles ennemis et obtenir de précieuses informations. Un exemple emblématique de ce point est le Virginia Hall américain. Même si elle a perdu une jambe dans un accident de chasse, ce qui l'a laissée avec un handicap qui durera toute sa vie, elle n'a pas laissé cela limiter ses ambitions. Son histoire d'espion commence en 1940, lorsqu'elle rejoint les services secrets britanniques, après avoir été rejetée par le gouvernement américain en raison de sa condition physique.
À son arrivée en Europe, elle adopte plusieurs pseudonymes, Germaine étant l'un des plus connus. Un an plus tard, elle est parachutée en France, occupée avec pour mission de recueillir des informations sur les troupes allemandes et d'établir des contacts avec la résistance. Dès le début, leur objectif était clair: créer un réseau clandestin capable d'opérer efficacement contre les nazis. La Gestapo a vite compris la menace qu'ils représentaient. Ils ont même publié des affiches avec son portrait et des avertissements sur son danger. Bien qu'elle soit surnommée la Dame Boiteuse, son handicap ne l'empêche pas d'effectuer des missions risquées. Sous sa direction, des opérations ont été menées pour bombarder les installations militaires nazies et démanteler les infrastructures vitales pour l'armée allemande. Sa chance a tourné lorsqu'elle a finalement été découverte et elle a dû fuir vers l'Espagne, traversant les Pyrénées avec beaucoup de difficultés en raison de son handicap. À son arrivée à la frontière espagnole, elle a été arrêtée pour entrer sans visa et a passé 6 semaines en prison jusqu'à ce que l'ambassade américaine parvienne à la libérer. Une fois sortie de prison, Virginie rentre en France où elle prend l'identité de Marcel Montagne, une paysanne âgée. Cette nouvelle couverture lui a permis de poursuivre son travail vital pour les rebelles sans éveiller de soupçons immédiats. Pendant cette période, il recueille des informations critiques sur les mouvements allemands et organise des groupes de résistance pour commettre des actes de sabotage juste avant le jour J. Après la guerre, Hall fut l'une des premières femmes à travailler pour le Bureau des services stratégiques, le précurseur de la CIA actuelle. Elle est décédée en 1975, laissant un héritage indélébile en tant que l'une des espionnes les plus efficaces et les plus admirées du conflit. Les compétences en communication, l'empathie et l'adaptabilité étaient d'autres raisons clés du recrutement de femmes. Ces caractéristiques leur ont permis de collecter efficacement des informations et d'accomplir leur mission avec succès. La nécessité pour les services de renseignement d'élargir leurs ressources a également contribué à leur intégration, qui a apporté des perspectives uniques et des approches innovantes. De même, la séduction était un outil clé utilisé par les espionnes. Des agents comme Lili Sergeyev ont utilisé leur charisme pour gagner la confiance des officiers ennemis et extraire des informations précieuses. Sergeyev, qui agissait comme agent double, trompa les Allemands en leur fournissant de fausses informations sur les stratégies britanniques. Cette utilisation stratégique du charme et de la confiance a permis aux dames de pénétrer profondément dans les réseaux ennemis. L'émancipation et les changements sociaux ont également joué un rôle important dans la participation des femmes à l'espionnage. Au cours des années de conflit, les normes traditionnelles en matière de genre ont commencé à changer, offrant aux femmes de nouvelles opportunités d'indépendance et de reconnaissance. À une époque où beaucoup n'avaient toujours pas le droit de voter dans certains pays, leur travail d'espion représentait un moyen de contribuer de manière significative à l'effort de guerre et de gagner le respect dans un domaine dominé par les hommes. Le courage et l'opposition à la torture étaient d'autres qualités remarquables des espionnes. Un exemple clair de cette déclaration est celui de la néo-zélandaise Nancy Wake, connue sous le nom de Souris Blanche, et dont l'histoire est marquée par sa rébellion audacieuse contre le régime nazi et les multiples persécutions qu'elle a endurées de la part de la Gestapo. Dès le début, il a fait preuve d'un esprit indomptable. Avant la guerre, il vit en France et s'intègre dans la haute société marseillaise. Avec tout cela, avec l'occupation nazie, il décide de rejoindre la résistance locale. Sa vie change radicalement lorsque son mari, Henri Fiocca, est capturé par les nazis. Cette tragédie est devenue le moteur de leur lutte contre les envahisseurs. En 1943, la Gestapo met sa tête à prix de 5 millions de francs, faisant d'elle l'agent le plus recherché du Troisième Reich. Malgré un danger constant, Nancy a continué à opérer dans ce pays, utilisant son intelligence et ses compétences pour échapper à ses poursuivants. Lors d'une occasion mémorable, il a réussi à éviter un groupe de soldats nazis alors qu'il pédalait sur son vélo, les saluant avec un sourire insouciant. Personne ne soupçonnait qu'elle était l'espionne la plus recherchée. La situation est devenue encore plus critique lorsque son réseau a été trahi en décembre. Après avoir découvert que ses activités étaient compromises, elle a dû fuir Marseille. Son mari y est resté et a été capturé, torturé et exécuté par la Gestapo, à son insu jusqu'après la guerre. Dans sa tentative de fuite, elle est arrêtée à Toulouse. Malgré cela, elle a réussi à se libérer 4 jours plus tard grâce à un collègue qui l'a prise pour une autre prisonnière.
Lors de sa 6e tentative de traverser des Pyrénées vers l'Espagne, il réussit finalement. De là, il a déménagé en Angleterre, où il a rejoint le service des opérations spéciales britanniques. Son courage était tel qu'il élimina personnellement plusieurs soldats ennemis. La Gestapo suivit ses traces sans cesse. Ils ont même mis son téléphone sur écoute et pensaient la garder sous surveillance. Cependant, sa ruse lui a permis d'échapper à maintes reprises à leur tentative de capture. Elle est décédée en 2011, la Légion d'honneur française et la médaille américaine de la liberté ne sont que quelques-unes des distinctions qui reconnaissent son courage et son dévouement dans les temps sombres. De même, chaque pays a développé sa propre approche de formation de ces femmes, en adaptant leurs méthodes aux besoins spécifiques de la guerre et aux compétences requises. Au Royaume-Uni, le Secret Intelligence Service, ou MI6, et la Special Operations Organization, ou SOE, ont été des pionniers dans leur participation à des rôles d'espionnage. La formation, il faut le souligner, a été rigoureuse et a couvert divers domaines. Les aspirants espions connus sous le nom d'agents de terrain recevaient une formation sur les techniques de combat, l'utilisation des armes et les techniques de survie. De plus, on leur a appris à déchiffrer les codes et à mener des opérations secrètes. Un aspect crucial de la formation était l'enseignement des langues, car nombre d'entre eux devaient infiltrer les territoires occupés par les nazis. Et bien sûr, il existe en Europe de nombreuses langues et dialectes. En France, la résistance a également recruté des femmes pour l'espionnage. Beaucoup d'entre eux étaient des jeunes qui ont rejoint la lutte contre l'occupation allemande. La formation variait, mais comprenait souvent l'enseignement de techniques de communication secrètes, telles que l'utilisation de codes et de messages cachés. De la même manière, les dames dans une telle situation ont appris à manipuler des explosifs et à procéder à des sabotages. Aux États-Unis, la formation des espionnes a été formalisée par la création de l'Office of Strategic Services, ou OSS. Ceux qui ont rejoint l'OSS ont reçu une formation dans divers domaines, notamment le renseignement, les opérations secrètes et les techniques d'interrogatoire. Le programme de formation était intensif et visait à les préparer à travailler dans des environnements hostiles. On leur a appris à utiliser des dispositifs d'espionnage tels que des caméras cachées et des émetteurs radio. En outre, l'OSS a promu l'idée selon laquelle ils pourraient être aussi efficaces que les hommes en matière d'espionnage, remettant en question les normes de genre de l'époque. En Union soviétique, ils jouèrent également un rôle crucial en matière d'espionnage. La formation des espionnes soviétiques était tout aussi rigoureuse et nombre d'entre elles étaient recrutées dans les rangs de l'armée. Les dames ont reçu une formation aux tactiques de combat, à l'utilisation des armes et aux techniques d'infiltration. Un exemple notable est Yevdokia Zavali, qui est devenu un espion de premier plan et responsable de nombreuses opérations réussies contre les forces allemandes. Les femmes soviétiques travaillaient souvent en groupe, ce qui leur permettait de se soutenir mutuellement lors de missions dangereuses. Entre médailles et trahisons, la double vie de Violette Maurice. Née à Paris le 18 avril 1893, Violette Maurice était une figure complexe, marquée par son talent sportif et sa trahison ultérieure envers la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis son enfance, elle a grandi dans un environnement aristocratique qui l'a amenée à devenir une athlète hors du commun, remportant de multiples médailles lors de compétitions internationales, se distinguant dans des disciplines telles que l'athlétisme et le sport automobile. Elle a joué pour Femina Sports et pour l'Olympique de Paris dans les années qui ont immédiatement suivi la Première Guerre mondiale. Elle faisait également partie de l'équipe de France féminine. En athlétisme, elle a remporté un total de 2 médailles d'or et 1 d'argent au lancer du disque et du poids aux Jeux mondiaux féminins au cours de la 22e année du siècle dernier. En plus du football et de l'athlétisme, il a pratiqué de nombreux autres sports. C'était une boxeuse talentueuse qui combattait fréquemment avec des hommes et remportait le championnat national de boxe. De même, elle a participé à des compétitions de water-polo, même si à cette époque il n'y avait pas d'équipe féminine. Comme si cela ne suffisait pas, ses compétences sportives s'étendirent aux courses de vélo, de moto et d'automobile, aux sports équestres, au tennis, au tir à l'arc, à la natation et à l'haltérophilie. La carrière compétitive jusqu'ici prolifique de Violette a été éclipsée par son style de vie non conventionnel et son refus de se conformer aux normes sociales. Et ce n'était pas la femme typique de l'époque. Ce n'était ni délicat ni féminin. Oui,
Elle était grande et forte, musclée, coriace et avait un look intimidant. De temps en temps, elle s'habillait avec des vêtements pour hommes. Ses cheveux courts ne l'aidaient pas à se conformer aux stéréotypes de genre. Elle était une grande fumeuse et buveuse, passionnée de courses automobiles, sans compter qu'elle n'a jamais caché son lesbianisme. Après ces incidents, il renonce à continuer d'aspirer à participer à de grandes compétitions et se consacre un temps exclusivement à la course automobile. Cependant, sa vie prend un tournant radical lorsqu'il devient espion pour le régime nazi. La transition de Maurice vers l'espionnage a commencé en 1936, lorsqu'elle a été invitée aux Jeux olympiques de Berlin. L'invitation n'a pas été faite par n'importe qui, elle est venue du chancelier Adolf Hitler. Ce geste pourrait être interprété comme une forme de validation par le système mis en place en Allemagne de leur identité et de leur capacité. Là-bas, elle est captivée par la propagande nazie et l'idéologie du régime. Cet événement marque un tournant dans sa vie. À partir de ce moment, il commence à collaborer avec le Sicherheitsdienst, l'agence de renseignement SS. Sa motivation pour rejoindre les nazis est débattue. Une première considération suggère qu'elle a peut-être eu le besoin de se sentir valorisée et importante après le rejet de sa France natale, qu'elle a trouvé dans sa collaboration avec les nazis. Son expérience comme ambulancière, sa condition physique optimale et athlétique, ainsi que sa connaissance des armes, lui ont permis de se déplacer facilement et d'obtenir de précieuses informations. Il a fourni aux nazis des détails sur les défenses françaises, notamment les plans de la ligne Maginot et les stratégies militaires liées à Paris. Ces informations furent cruciales pour le succès de l'invasion allemande en 1940. Maurice ne s'est pas limité à collecter des informations. Il a toujours joué un rôle actif dans la répression de la résistance sur son territoire d'origine. Elle a infiltré divers groupes d'opposition et est devenue interrogatrice pour la Gestapo française, connue sous le nom de Carlingue. Elle était notamment subordonnée à Helmut Bohn, le commandant de la Sûreté de Paris. Son caractère fort et déterminé, combiné à son physique imposant, lui ont permis d'exceller dans ses rôles. On dit que son sadisme lors des interrogatoires était notable, ce qui lui a valu le surnom de « hyène de la Gestapo ». Cet aspect sombre de sa personnalité a contribué à sa notoriété et à la peur qu'il inspirait à ceux qui l'interrogeaient. En revanche, ses actes n'étaient pas sans risque. Violette vivait constamment sous la menace d'être découverte par les rebelles ou les forces alliées. La fin de Violette Maurice arriva le 26 avril 1944. Il se trouverait dans une voiture avec plusieurs autres personnes, dont 2 enfants. Alors qu'ils circulaient sur une route de campagne en Normandie, leur véhicule a été arrêté suite à un acte de sabotage de la résistance. Ses membres avaient auparavant saboté le moteur pour les arrêter. Lorsque le véhicule s'est arrêté, ils ont été attaqués et abattus par des combattants rebelles. Elle et les autres détenus ont été assassinés. Malgré ses efforts pour collaborer avec les nazis, sa trahison ne passe pas inaperçue auprès de ses compatriotes qui finissent par la considérer comme une traîtresse. Elle aurait été capturée et exécutée sans pitié, un sort qui reflète la haine envers ceux qui ont choisi de collaborer avec l'ennemi pendant ces temps sombres. Après sa mort, son corps a été transporté à la morgue, où il est resté sans surveillance pendant plusieurs mois. Elle a finalement été enterrée dans une fosse commune anonyme, probablement au cimetière du Pin dans le Calvados. La princesse du Manchukuo, intrigue, espionnage et le destin tragique de Yoshiko Kawashima. Née le 24 mai 1907 dans le Pékin impérial, Yoshiko Kawashima était une figure énigmatique et complexe de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Son nom de naissance était Aisin Jioro Xianyu et son nom de courtoisie était Dongzhen, qui signifie « joyau de l'Est ». Un autre nom sous lequel elle était connue était Jin Bihui. Fille d'un prince mandchou du clan Aisin-Joro et d'une concubine chinoise, sa vie fut marquée par la dualité culturelle et la recherche d'identité. Dès son plus jeune âge, elle a montré un fort caractère et était assez ambitieuse. En raison de la dissolution de la dynastie Qing, elle a déménagé au Japon, où elle a été adoptée par un ami japonais de son père et a grandi dans un environnement qui encourageait le nationalisme et la loyauté envers l'empereur. Cependant, sa vie prend une tournure inattendue lorsqu'il se rend en Mandchourie dans les années 30. À l'époque, la région était au centre de l'expansion japonaise et la situation politique était volatile. Kawashima, qui a grandi dans cette culture,
se retrouve à la croisée des chemins entre ses racines chinoises et son identité japonaise. En 1932, le Japon a créé l'État fantoche du Manchukuo et est devenu une figure clé de la propagande du régime. Sa beauté et son charisme l'ont amené à être présenté comme la princesse du Manchukuo, symbole de l'union entre le Japon et la Mandchourie. Il devient une figure populaire de la société de l'archipel. Cependant, derrière cette façade se cache une femme rusée et ambitieuse, qui prend une tournure inattendue dans sa vie lorsqu'elle rejoint l'armée japonaise en 1937. L'invasion japonaise de la Chine et les tensions croissantes dans la région l'amènent à prendre une décision audacieuse: devenir espionne. Son désir de servir son pays d'adoption et son ambition personnelle l'ont poussée à assumer ce rôle risqué. Yoshiko est devenue une espionne pour l'armée japonaise, profitant de sa connaissance de la culture et de la langue chinoise. Son rôle était multiple. Elle est devenue agent de renseignement, travaillant pour eux en collectant des informations sur les forces chinoises et leurs mouvements. Sa formation était variée. Il a reçu une formation sur les techniques d'espionnage, le maniement des armes et les tactiques de combat. De plus, sa plus grande force résidait dans sa capacité à infiltrer les cercles sociaux et politiques, utilisant son charme, ses nobles origines et ses différentes capacités de persuasion pour obtenir des informations précieuses. Elle possédait des caractéristiques physiques et personnelles qui favorisaient son rôle d'espionne. Sa beauté exotique, combinée à sa capacité d'adaptation à différents environnements, lui permettait d'évoluer facilement parmi les élites sociales et les cercles militaires. On ne peut nier qu'elle était assez charismatique, capable de captiver son entourage. L'un des aspects les plus intrigants de sa vie d'espionne était sa relation avec le général japonais Seishiro Itagaki, qui la soutenait dans ses activités. Grâce à lui, Kawashima avait accès à des informations militaires et politiques qu'il utilisait à ses propres fins. Cependant, sa loyauté était complexe. Même si elle travaillait pour le Japon, elle était attirée par la cause nationaliste chinoise. Cette dualité l'a amenée à prendre des décisions risquées et à s'impliquer dans des opérations qui la mettraient en danger. Sans aucun doute, sa vie n'était pas sans risque. À plusieurs reprises, elle a été sur le point d'être découverte, et sa vie ne tenait qu'à un fil. Malgré cela, elle poursuit son travail, animée par un mélange d'ambition personnelle et de loyauté envers le Japon. À mesure que le conflit armé progressait, les risques se sont multipliés. La nature de l'espionnage est intrinsèquement dangereuse et elle était consciente que chaque mission pouvait être la dernière. En 1945, alors que le conflit atteint son apogée, leur situation devient intenable. L'espion, qui avait été une figure éminente du régime japonais, a commencé à voir son monde s'effondrer. Avec l'avancée des forces alliées, l'armée japonaise commença à s'effondrer et se retrouva piégée dans un monde où la loyauté et la trahison étaient difficiles à discerner. Finalement, la même année, Yoshiko fut capturé par les forces chinoises. Son arrestation marque la fin de sa carrière d'espion et le début d'une période de souffrance. De même, son statut et son influence s'estompèrent ipso facto. La lignée ou le statut dynastique n'avaient plus d'importance. En fait, pendant son incarcération, Kawashima espérait que sa nationalité japonaise la sauverait de l'exécution. Il a écrit de nombreuses lettres à son père adoptif, demandant de l'aide et exprimant son bouleversement émotionnel. Cependant, ses appels restèrent sans réponse, car sa famille craignait des répercussions sur ses liens avec le Japon pendant la guerre. Malgré ses efforts pour faire appel de sa condamnation, le climat de colère et de représailles contre ses collaborateurs laissait peu de place à la clémence. L'inverse de ce à quoi elle s'attendait s'est produit. Son passé d'espionne et de collaboratrice du régime japonais a fait d'elle une cible facile pour la justice. Lors de son procès, elle a été confrontée à un tribunal qui l'a accusée de trahison et d'espionnage. Son procès a été très médiatisé et elle a été qualifiée de Hanjian, ou traître à la race, reflétant l'intense indignation du public contre ceux qui avaient collaboré avec les forces d'occupation. Malgré ses tentatives de riposte, son sort était scellé. La fin de Yoshiko Kawashima était tragique et symbolique de la complexité de sa vie. En 1948, elle fut condamnée à mort. Lors d'une exécution publique destinée à servir d'avertissement aux autres, il a reçu une balle dans la nuque. La méthode choisie pour sa disparition physique a laissé son visage méconnaissable. Après son exécution,
son corps a été exposé publiquement pour souligner les conséquences de la trahison contre la nation. Le corps a été récupéré par un moine de l'archipel pour procéder à sa crémation. Les restes ont ensuite été restitués à sa famille adoptive et finalement enterrés au temple Shorinji, situé à Matsumoto, préfecture de Nagano, au Japon. Le dernier coup de Annie Shaft. Courage et sacrifice en temps de guerre. Janetje Johanna Shaft, plus connue sous le nom de Annie Shaft, est née le 16 septembre 1920 à Harlem, ou peut-être l'année suivante. L'année exacte de cet événement n'est pas très claire. Ce que l'on peut affirmer, c'est qu'il est devenu l'une des figures les plus emblématiques du mouvement de résistance aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès sa jeunesse, elle a fait preuve d'un fort sens de la justice et d'un désir d'aider les autres, ce qui l'a amenée à s'impliquer activement dans le mouvement insurrectionnel alors que les politiques antisémites s'intensifiaient dans son pays. En 1942, alors qu'elle étudiait le droit, elle commença à travailler activement sur ces mouvements. La décision de devenir espion et guérillero a été motivée par la cruauté de l'occupation allemande et la persécution des Juifs. Son rôle d'espion était multiple. Elle devient agente de terrain, chargée de collecter des informations sur les activités allemandes et d'organiser des actions rebelles. Sa formation est avant tout autodidacte, car il s'est engagé à une époque où le besoin d'agir était urgent. Il a appris à se déplacer sous terre, à utiliser des armes et à mener des opérations de sabotage. Alors que les mesures anti-juives devenaient plus sévères, elle se consacra à aider ses amis juifs en leur fournissant de faux documents et en organisant des cachettes pour les protéger de la persécution. Avec les sœurs Overstegen, Truss et Freddy, il participa à des actes de sabotage, distribua des journaux illégaux et mena des attaques dirigées contre des soldats allemands et des collaborateurs du régime. Son courage et son engagement l'ont amené à devenir une figure de proue de la résistance néerlandaise. Shaft se fait connaître pour ses missions audacieuses. Elle mène de nombreuses attaques, l'une des plus notoires étant le meurtre du collaborateur néerlandais Piet Faber le 8 juin 1944. Annie est devenue une figure redoutée par les nazis, car ses actions directes et audacieuses remettaient en question l'autorité allemande aux Pays-Bas. C'était assez précis et surtout exact. Pour éviter d'être reconnue, elle a changé la couleur de ses cheveux du rouge au noir et a commencé à porter des lunettes. En réalité, c'était une femme de taille moyenne, avec une apparence qui lui permettait de passer inaperçue dans les rues d'Amsterdam. Son intelligence et sa ruse étaient remarquables, et sa capacité à communiquer avec les gens lui permettait de gagner la confiance de son entourage. Comme la plupart de ses adversaires, elle était courageuse, déterminée, et possédait une grande force intérieure, qualités qui l'ont aidée à relever les défis qui se présentaient à elle. Début mars 1945, elle fut impliquée dans une opération ratée au cours de laquelle elle et son complice Jan Bonkamp assassinèrent un collaborateur. Dans cette action, Bonkamp a été grièvement blessé et a accidentellement laissé des traces importantes avant de mourir. Cela a conduit ses parents à être arrêtés par les nazis, ce qui a exercé une forte pression sur elle. Malgré ces précautions, elle est arrêtée le 21 mars de la même année lors d'un contrôle routier. Il avait avec lui plusieurs exemplaires du journal communiste clandestin De Waarheid et un pistolet 9 mm. Ses cheveux l'ont trahi et elle a été immédiatement arrêtée. Après son arrestation, elle a été interrogée et torturée par les autorités allemandes. Malgré les conditions brutales auxquelles elle a été soumise, elle est restée ferme et n'a pas révélé les noms de ses camarades de classe, ni des enfants qu'elle avait aidé à sauver. Il y avait un accord entre les occupants allemands et la résistance néerlandaise qui stipulait de ne pas exécuter de femmes, mais contre toute attente, les nazis décidèrent d'exécuter Annie Shaft. Le 17 avril 1945, sans procès ni procédure formelle, elle fut exécutée dans les dunes près d'Overveen, 3 semaines seulement avant la libération des Pays-Bas. On raconte que sa dernière phrase était la suivante: « Oh, je peux tirer mieux que toi !» Cette déclaration irrévérencieuse est due au fait que, selon certaines informations, alors qu'elle faisait face à ses bourreaux, un coup de feu lui a effleuré le bras et le bruit a réussi à la renverser un instant, mais elle s'est relevée. Bien entendu, le deuxième coup de feu l'a retirée de la circulation. Après son exécution, elle a été enterrée dans une tombe peu profonde avec d'autres membres dissidents.
Ses restes ont été découverts après les hostilités avec 421 autres corps sur le lieu de sépulture. En reconnaissance de son courage et de son sacrifice, elle est désormais enterrée à l'Erebegrafplatz Bloemendaal, un cimetière dédié à ceux qui ont lutté contre l'oppression nazie. Entre culture et espionnage, la vie de Nour Inayat Khan dans la Deuxième Guerre mondiale. Nour Inayat Khan est né le 2 janvier 1914 à Moscou, dans une famille au riche bagage multiculturel et profondément liée à la philosophie soufie. En fait, il a vécu la majeure partie de sa vie en France. Elle était la fille de Hazrat Inayat Khan, un maître soufi et musicien renommé originaire d'Inde, et Dora Ray Baker, une américaine convertie au soufisme. Elle était une descendante du sultan Fateh Ali Tipu, dirigeant de Mysore, connu pour sa résistance à la domination coloniale britannique, qui lui a inculqué le sens du devoir et du courage dès son plus jeune âge. Il a grandi dans un environnement qui embrassait plusieurs cultures. Pour être plus précis, il avait des influences indiennes, américaines et européennes, ce qui lui a permis de développer une profonde appréciation de l'inclusion et du dialogue interreligieux. Dès son plus jeune âge, Nour a fait preuve d'un talent exceptionnel pour la musique et l'écriture. Mais sa vie a pris une tournure inattendue avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. L'invasion allemande de la France l'a amenée à prendre une décision qui allait changer sa vie à jamais. L'occupation a été pour elle un catalyseur. Bien que sa vie à Paris ait été calme et créative, la bestialité du conflit l'a profondément marquée. Elle, qui a grandi dans un environnement de paix et de spiritualité, s'est sentie obligée d'agir. Sa maîtrise du français et ses compétences avancées en signalisation ont attiré l'attention du SOE, conduisant à son recrutement à la fin de 1942. Sa décision de devenir espion était motivée par un fort sens du devoir et de la justice, ainsi que par son désir de lutter contre l'oppression. Son rôle d'espion était fondamental. En juin de l'année suivante, elle devient la première femme opératrice radio sous le nom de code Madeleine, envoyée en France occupée, poste crucial pour la communication entre les groupes de résistance de ce pays et le commandement britannique. Sa formation pour assumer une telle tâche était intense et rigoureuse. Nour a reçu une formation aux techniques d'espionnage, au maniement des armes et surtout à l'utilisation des équipements radio. Il a appris à transmettre des messages codés et à opérer dans des conditions de haute pression. Sa capacité d'adaptation et d'apprentissage rapide a fait d'elle une candidate idéale pour le poste qui l'attend. De même, il possédait des caractéristiques physiques et personnelles qui favorisaient son rôle d'espion. Elle était de petite taille, ce qui lui permettait de passer inaperçue dans les rues de Paris. Son apparence exotique, ses traits indiens et sa beauté délicate lui donnaient un air de mystère qui pouvait être à la fois un avantage et un risque. De plus, sa gentillesse et sa volonté de communiquer avec les gens lui ont permis de gagner la confiance de son entourage. Elle était courageuse, déterminée et possédait une grande force intérieure, des qualités qui l'ont aidée à relever les défis qui se présentaient à elle. Parmi ses opérations les plus remarquables figure son travail au sein du réseau insurgé connu sous le nom de Prosper. Nour était chargé de transmettre des informations vitales sur les mouvements des troupes allemandes et les activités clandestines. Son courage et son engagement l'ont amené à être reconnu comme l'une des agents d'entreprise d'État les plus efficaces. Cependant, le risque d'être capturée était toujours présent. Cette dame savait que chaque mission pouvait être la dernière, mais son sens du devoir la maintenait. En fait, la Gestapo commença à arrêter les membres de son réseau peu après son arrivée, mais continua à transmettre des messages tout au long de l'été 1943. Finalement, sa chance a changé. Malheureusement, les opérations ont pris fin lorsqu'elle a été trahie par un membre de la cause française en octobre. Comme ses compagnes, elle fut capturée par la Gestapo. Elle a été conduite au siège de la Gestapo, au numéro 84 de l'avenue Foch à Paris. Bien qu'elle ait réussi à s'en échapper avec audace, elle a été rapidement reprise et soumise à un interrogatoire intense. Lors de son interrogatoire, il aurait refusé de révéler la moindre information sur ses collègues, incarnant l'idéal soufi du sacrifice de soi pour une cause plus grande. Son courage et sa loyauté étaient admirés par ceux qui la connaissaient, et son opposition est devenue un symbole de la lutte contre l'oppression. La Gestapo avait déjà rassemblé des informations critiques dans ses cahiers, qui contenaient des codes utilisés pour communiquer avec la direction des opérations spéciales de Londres. Son arrestation a marqué le début d'une période de souffrance et d'endurance.
Elle a été transférée dans plusieurs prisons, dont Karlsruhe et Pforzheim en Allemagne. Durant son emprisonnement, il a enduré des conditions difficiles, notamment l'isolement cellulaire, les entraves et la torture. Cette dernière raison était due au fait que, selon des rapports contemporains, elle était qualifiée de prisonnière dangereuse. La fin de Noor Inayat Khan a été tragique. Le 12 septembre 1944, elle fut transférée au camp de concentration de Dachau en Allemagne, avec d'autres agents féminins. Arrivée récemment, elle a été violemment agressée par les gardes. Malgré son courage, son sort était scellé. Le lendemain, elle est fusillée en pleine campagne. Il n'avait que 30 ans. Ses derniers mots rapportés étaient « J'ai libéré ». Son corps a ensuite été incinéré au crématorium du camp. Sa mort constitue un coup dévastateur pour la résistance et pour tous ceux qui luttent contre le régime nazi. En 2006, elle a été reconnue à titre posthume pour son courage et a reçu la médaille de guerre de la Reine pour son service au sein du SOE. De plus, son nom a été inscrit sur le Spy War Memorial du War Museum de Londres, honorant ceux qui ont risqué leur vie dans la lutte contre le fascisme. André Borel, la dame de la résistance française et sa dernière bataille. André Borel est né le 18 novembre 1919 sur la commune de Bécon-les-Bruyères. Dès son plus jeune âge, André fait preuve d'un esprit indépendant et d'une forte détermination. De même, elle a été presque toujours exposée à un environnement marqué par l'injustice sociale, ce qui a profondément influencé ses opinions politiques et l'a amenée à s'engager dans l'opposition à l'occupation nazie de son pays. Sa vie a radicalement changé avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale et l'occupation nazie de la France. Alors que la situation locale se détériore suite à l'invasion allemande, elle rejoint la résistance, devenant membre actif du groupe Francs-Tireurs et Partisans, main-d'œuvre immigrée, ou FTP-MOI, composé d'un mélange d'immigrés, et des militants socialistes. Ce groupe était connu pour ses actions militantes contre les forces d'occupation et le régime de Vichy. Durant ses premières années d'engagement, il participe à diverses opérations visant à perturber la machine de guerre allemande. Cela comprenait des attaques contre des installations militaires et la collecte d'informations qui seraient vitales pour les Alliés. Il a appris par la force des faits à se déplacer clandestinement, à communiquer en toute sécurité et à mener des opérations dans des conditions à risque. Sa capacité d'adaptation et d'apprentissage rapide a fait d'elle un membre essentiel de la cause. Son rôle dans l'organisation d'actes de sabotage et le recrutement de nouveaux membres pour le mouvement insurrectionnel a été fondamental. Elle était connue pour sa capacité à mobiliser les autres et pour son dévouement à la cause, ce qui a fait d'elle une figure éminente au sein du FTP-MOI. Le Prosper Netzwerk, dans lequel André jouait un rôle central, se concentrait sur la réalisation d'actes de sabotage et la collecte d'informations sur les mouvements des troupes allemandes. L'une des tâches principales du Prosper Netzwerk était d'obtenir des données sur les positions et les activités des forces allemandes, qui étaient ensuite transmises aux Alliés pour les aider à la planification stratégique. Borel et ses compagnons ont mené de nombreuses actions de sabotage, notamment des attaques contre des trains, des ponts et d'autres infrastructures essentielles à l'effort de guerre allemand. Ces opérations visaient à perturber l'approvisionnement et la mobilité des troupes allemandes, affaiblissant ainsi leur capacité de combat. André était connu pour sa capacité à infiltrer les territoires ennemis et à recueillir des informations. Il a utilisé sa connaissance de la géographie locale et ses contacts au sein de la population pour se déplacer sans se faire repérer. Elle effectuait des missions secrètes dans des zones fortement gardées où elle risquait d'être capturée pour obtenir des informations sur les positions allemandes. Au cours de ces missions, il réussit également à recruter de nouveaux membres pour le mouvement, convainquant les jeunes hommes et femmes de se joindre à la lutte contre l'occupation. La collaboration avec d'autres organisations constitue un aspect crucial de leur travail. Il a travaillé en étroite collaboration avec différents groupes pour développer des stratégies coordonnées contre les forces d'occupation. Cette coopération a été essentielle au succès de nombreuses opérations Prosper Netzwerk, car elle a permis une meilleure planification et exécution des actions subversives. En revanche, force est de constater que la situation devenait de plus en plus critique pour elle et ses collègues. Alors que la Gestapo intensifiait ses efforts pour démanteler ces organisations, l'infiltration d'agents ennemis devint une menace constante. La méfiance et la peur de la trahison
ont commencé à affecter la cohésion du mouvement, conduisant à une série d'arrestations et à la perte de dirigeants clés. Malgré ces défis, Borel a continué à se battre pour cette cause, démontrant un engagement inébranlable en faveur de la liberté et de la justice. Quelques jours seulement après le début de l'opération Overlord, elle est capturée par la Gestapo lors d'une opération au cours de laquelle elle tentait d'établir un contact avec d'autres membres de la résistance. Les circonstances exactes de son arrestation ne sont pas entièrement documentées, mais on pense qu'elle a été trahie ou découverte grâce à la surveillance des autorités allemandes. Après son arrestation, elle a été soumise à des tortures et à des interrogatoires brutaux, au cours desquels elle a dû révéler des informations sur le Prosper Netzwerk et d'autres groupes insurgés. De même, elle s'est retrouvée incarcérée dans divers lieux de Paris. Malgré l'accord, il a réussi à envoyer des messages codés à sa sœur pour lui transmettre des informations sur sa situation. Ils n'ont trouvé aucun moyen de la faire céder. Elle a tenu bon et n'a divulgué aucune information. En juillet 1944, elle fut transférée au camp de concentration de Natzweiler-Struthof avec 3 autres femmes agents du SOE. Un prisonnier qui a réussi à les voir les a décrits dans les termes suivants. Ils avaient l'air jeunes, ils étaient plutôt bien soignés, leurs vêtements n'étaient pas de la merde, leurs cheveux étaient brossés et chacun avait une mallette à la main. Les conditions étaient terribles et le camp était célèbre pour le mauvais traitement réservé aux prisonniers. Alors que les forces alliées avançaient en France, les nazis tentèrent d'éliminer tous les agents de résistance restants. Le 6 du même mois, André Borel est fusillé à l'âge de 24 ans. Sa mort marque la fin tragique d'une vie courageuse consacrée à la libération de la France. Elle et les autres agents du SOE ont été emmenés au crématorium du camp de concentration. Certaines histoires indiquent qu'elle était encore en vie lorsqu'elle a été placée dans le four. Ses cendres n'ont jamais été retrouvées ni enterrées dans une tombe marquée. Au lieu de cela, André Borel est commémoré au Brookwood Memorial en Angleterre, qui rend hommage à ceux qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale et dont les tombes sont inconnues.